Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Donc, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est certainement pas les choses qu'on nous montre aujourd'hui dans les journaux télévisés ou à Hollywood. Okay, donc, c'est pas quelque chose qui va nous remplacer, nous les humains, et c'est pas quelque chose qui est dangereux pour l'humanité. Si il y a une intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle qui nous aide, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de faire des choses, qui permet de nous augmenter. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler l'intelligence augmentée. C'est une autre intelligence qui est augmentée par cet outil. Comme je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence humaine, j'ai un peu de mal à dire. Ce que je peux penser, c'est que l'intelligence humaine, c'est celle qui nous permet d'innover, de faire des choses qui n'existent pas. Et ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée, cet outil, il ne fait que des choses qui existent. Il ne fait que reconnaître. Il ne fait pas d'innovation. Il n'invente rien. Et donc du coup, c'est ça certainement la différence, c'est que un invente et l'autre refait. Je pense jamais. Jamais avec les techniques actuelles qu'on utilise. Aujourd'hui, ce qu'on utilise pour cet outil, qui est cette intelligence artificielle dont on parle, on utilise des statistiques et des mathématiques. Comme je disais tout à l'heure, on n'utilise que des moyens de reconnaissance. Et donc en faisant de la reconnaissance, on ne va pas pouvoir faire de la connaissance. Et du coup, on n'arrivera jamais à faire cette intelligence artificielle générale qui serait quelque chose de très très similaire à notre cerveau. Alors, il y a eu plusieurs hivers de l'intelligence artificielle dans les années qui se sont écoulées. Depuis 60 ans que l'intelligence artificielle existe, depuis qu'elle a été définie, il y a eu 2-3 hivers. C'est quoi un hiver de l'intelligence artificielle? C'est quand les fonds se tarissent. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à ce que ça pourrait faire, on est déçu, et donc du coup, on ne fait plus de recherche, on ne fait plus rien, on ne travaille plus dessus. D'accord? Donc il y a eu très très tôt dans l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a eu un premier hiver dans les années 60, où on s'est aperçu que c'était très très difficile ce qu'on avait promis et qu'on n'y arrivait pas. Alors, il faut dire qu'on avait commencé par essayer de faire le truc le plus compliqué, c'est-à-dire de comprendre le langage naturel, ce qui est certainement le plus compliqué des choses à faire. Donc, il y a eu plusieurs hivers par déception en général, et là je pense qu'on est à l'aube d'un nouvel hiver si on continue à raconter n'importe quoi. Parce que non seulement on va décevoir, parce qu'on ne va jamais réussir à faire ce qu'on promet qu'on va faire, mais en plus on va faire peur. Et donc, ces deux facteurs peuvent amener à un hiver de l'intelligence artificielle qui serait très 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 dommage, parce qu'il y a plein de choses dans l'intelligence artificielle d'aujourd'hui qui sont encore à venir et à nous donner des résultats absolument extraordinaires. Et si on fait peur, les fonds vont se tarir et on va arrêter de travailler là-dessus. La réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a des investissements massifs qui ont été faits ces dernières années, mais il y a toujours, d'après moi, ce risque d'hiver parce que il y a un gros risque de déception, encore une fois. C'est-à-dire, malgré tout, on continue à promettre des choses qui sont pas réalistes. Et les étudiants qui sont formés aujourd'hui dans ces universités, dans ces centres, les investissements qui sont faits, ils promettent des choses qui, pour moi, n'arriveront jamais. On nous parle beaucoup de voitures autonomes, par exemple, et c'est assez surprenant de voir que, encore il y a 2 ans, on nous disait à CES, à Las Vegas, que les voitures autonomes étaient pour dans 5 ans. Dans 5 ans, toutes les voitures sont autonomes, et ça serait bien. Aujourd'hui, au CES 2019, on a commencé à rétro-pédaler et à nous dire non, finalement, ça sera peut-être pas dans 5 ans, ça sera peut-être dans 25 ans. Moi je dis ça sera jamais. Il n'y aura jamais, avec les techniques actuelles, encore une fois, de voitures autonomes. Bon, je peux détailler les raisons, mais je ne vais pas le faire ici. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, et les gens eux-mêmes qui travaillent sur ces sujets-là
ils vont être découragés à un moment donné. C'est ce qui s'est passé en 1956 et 1958 exactement, quand ils ont été découragés. Alors ce n'était pas une masse aussi importante que celle d'aujourd'hui, mais c'était effectivement une déception énorme. Là, le problème qu'on va avoir, c'est que non seulement il y a la déception de ce qu'on n'est pas capable de faire, mais il y a aussi la peur des masses, des foules, qui fait que ça s'ajoute à ce phénomène qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a effectivement un risque divers, pas par le montant énorme des financements, qui lui est effectivement quelque chose de jamais vu dans ce domaine-là avant, mais par le fait qu'on ne va pas délivrer ce qu'on promet. Donc, effectivement, la voiture autonome, ça va être très très compliqué. La voiture autonome qu'on appelle niveau 5, la voiture autonome qui peut conduire dans tous les cas n'importe où et toute seule, c'est celle-là qui n'existera jamais. La voiture autonome niveau 4, c'est celle sur laquelle on va certainement arriver, celle qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins d'accidents, celle qui va nous permettre de sauver des milliers, des milliers et des milliers de vies. Ça va arriver et c'est déjà presque là aujourd'hui, d'accord ? Mais c'est une voiture qui est dans un monde propre, on va dire, dans le sens où c'est presque comme des rails d'un train, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est dans un monde qu'on a étudié, dans lequel il n'y a pas de surprise. Alors il y aura des surprises, c'est pour ça qu'il y aura toujours des accidents, donc il y aura quand même des surprises, mais il y aura beaucoup moins de surprises que ce qu'il y a aujourd'hui, donc elles vont se balader, ces voitures, dans des endroits connus, on va dire. Et les endroits inconnus, justement, c'est eux qui vont faire que ça va être très 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 compliqué de conduire. Je prends un exemple, c'est la place de l'Étoile à Paris. Place de l'Étoile à Paris, si vous avez l'occasion de voir des photos de la place de l'Étoile, c'est un autre monde pour la conduite. C'est quelque chose où on ne respecte pas les règles. Et la voiture autonome, l'ordinateur, le robot qu'on construit aujourd'hui, c'est un robot qui suit des règles ou qui suit des données qu'il a déjà vues avant. Et quand on regarde un conducteur aujourd'hui sur la place de l'Étoile, on voit qu'il ne respecte absolument pas ces règles, il est en train de pousser plutôt les gens qu'autre chose. Il y a un facteur humain, les gens se regardent dans les yeux pour voir s'ils peuvent passer. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant qui est un système social qu'on n'a pas appris à la machine. Est-ce qu'on peut apprendre ce système à la machine ? Peut-être qu'ils vont pouvoir négocier, mais la négociation va être un peu compliquée. Mais maintenant, sur les avancées, sur les données, sur les montants de données qu'il y a dans certains pays qui permettent de faire des avancées, d'un point de vue algorithmique, et parce que ce sont des statistiques, et parce que ce sont des méthodes complètement basées sur les mathématiques et sur les données, évidemment, plus on a de données, plus on a de la chance de faire quelque chose. Il y a toujours des algorithmes, quelque part, donc il faut toujours inventer les bons algorithmes, et on se rend compte quand même que les données ont une limite dans leur capacité, c'est-à-dire qu'il y a un plateau à un moment donné. C'est-à-dire que pour faire la reconnaissance d'image, par exemple, on se rend compte qu'il faut 10 000, 100 000 images, mais 1 million d'images, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est bien d'avoir des données massives, il faut savoir les exploiter correctement. Je pense que le prochain challenge en fait, de l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas tellement dans le montant de données qu'il va y avoir à traiter, elle est dans les algorithmes à utiliser pour les traiter de manière plus efficace, et surtout pour faire baisser le montant de ces données, parce qu'aujourd'hui, avec les algorithmes qu'on utilise, avec les méthodes qu'on utilise, on va droit dans le mur d'un point de vue purement écologique. C'est-à-dire collecter des données à outrance, ça nous donne des gros problèmes de serveurs et de data centers en l'occurrence. Donc, les objets connectés, moi je construis ma maison connectée depuis 1999, donc ça fait un petit moment. Et dans ces 20 dernières années, donc j'ai collectionné effectivement 209 types d'objets en fait connectés, donc il y en a beaucoup dans la maison. Et à la fin, ils me libèrent du temps. C'est ça que ça fait, c'est des trucs qui me permettent d'avoir une vie sociale plus riche, parce que je passe pas mon temps à faire marcher ces objets, mais ces objets vont marcher tout seuls
parce que je suis là, dans le contexte de mes activités. Celui, alors, curieusement, que je préfère, celui qui est le plus étonnant pour plein de gens quand je parle de ma maison, ce sont les volets connectés que je préfère. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'ai 53 fenêtres dans ma maison, et que si j'avais à passer les 53 minutes tous les jours à monter et à descendre mes volets, ça prendrait beaucoup de temps. Alors que quand les volets se lèvent automatiquement 1 heure après le lever du soleil, ou qu'ils se descendent 1 heure avant le coucher du soleil, ou en fonction de ce qu'on fait dans la maison, si on regarde un film, ça se ferme avant, etc. C'est tout automatique, c'est quand même bien pratique. Donc le volet, c'est mon favori, mais il y en a plein que j'adore. Mine connecté, j'adore ça, mes lampes, évidemment, c'est bien. Ma balance, c'est sympa. Enfin, j'ai plein d'objets connectés que j'apprécie beaucoup, parce qu'à la fin, ils permettent une vie plus fluide dans ma famille. Et je dois dire que quand mes enfants vont chez les autres, ils sont toujours étonnés qu'il faille pousser un bouton pour faire des trucs, parce que ça, ils sont... Ouais, alors les enceintes connectées, effectivement, sont aussi quelque chose de très agréable parce qu'ils permettent de commander à ces objets. Alors l'enceinte connectée par elle-même, elle n'est pas forcément contextualisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément le bon contexte. Je préférerais parler à mon four directement, parce que mon four, il va comprendre ce que je lui dis quand je lui parle de choses qui ont attrait au four. Donc si je dis mets la température à 350 degrés, il va comprendre. Si je parle à Alexa et que je lui parle mon four et que je dis mets le four à 350 degrés, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il ne sait pas forcément quel four, etc. Bon, on peut imaginer ça. Donc je pense que ce qui va être intéressant, et pour revenir à la question des objets et pourquoi je pense et vers où ils vont évoluer, je pense que les objets vont évoluer vers quelque chose qui va être beaucoup plus contextualisé et qui va permettre de rendre ces objets intelligents et de faire en sorte qu'ils se parlent entre eux. Donc on parle beaucoup d'IoT, Internet of Things. Pour moi, la définition d'IoT, c'est pas Internet of Things, c'est Intelligence of Things. C'est quand les choses commencent à devenir intelligentes parce qu'elles se parlent entre elles et elles vous délivrent un service. Et donc pouvoir de temps en temps leur dire quel est le service que vous voulez qu'ils vous rendent, c'est important. Donc il faut pouvoir lui parler, je pense, parce que c'est plus facile d'exprimer les choses comme ça. Mais les choses aussi peuvent enchaîner des activités en fonction du contexte dans lequel ils sont. Le fait que quand ma voiture arrive près du garage, que la porte du garage s'ouvre, que ça déverrouille la porte entre le garage et la cuisine, que ça désenclenche l'alarme, etc., c'est une continuation qui fait... Ce sont les objets qui se parlent les uns aux autres pour créer cette suite d'événements qui sont des événements logiques que j'ai programmés en quelque sorte parce que ce sont des activités, mais qui se déroulent tout seuls, et les objets donc ont leur vie au bout d'un moment pour pouvoir enchaîner ces activités qui me simplifient la vie à moi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, j'ai pas eu à le faire, donc j'ai beaucoup plus de temps pour continuer la conversation avec mon fils dans la voiture, pour continuer la conversation pendant qu'on rentre dans la maison, pour m'asseoir, prendre un apéritif au moment où on veut. Enfin bon, donc la vie sociale en est facilitée. C'est du moins ce que je constate aujourd'hui, mais j'ai le choix. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux décider que je ne veux pas que ces objets réagissent comme ça, et je peux modifier leur comportement aussi. C'est tout à fait correct. Donc on voit bien aujourd'hui, par exemple, quand on utilise Google pour tout et n'importe quoi, on n'a plus de cerveau. On se dit, on ne sait plus quand est-ce que Napoléon est mort, mais on sait que Napoléon est mort parce qu'on va pouvoir le mettre sur Google. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, mais je pense qu'on peut utiliser ce temps qu'on libère pour quelque chose qui va nous permettre de s'éduquer aussi. Donc c'est un choix. Alors le choix, il peut être dangereux parce qu'on peut choisir d'être feignant, ou on peut choisir de s'exciter sur des choses nouvelles qu'on ne comprend pas forcément et qu'on ne connaît pas forcément, et donc en fait s'éduquer. À la fin, il faut comprendre les limites de ces technologies, et il faut comprendre aussi nos limites à nous et ce dans quoi il ne faut pas sombrer. Donc mon conseil aux étudiants en général, aux jeunes aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, je parle beaucoup d'éducation, je parle beaucoup de s'éduquer. Et s'éduquer, c'est pas facile parce que le monde change, c'est très compliqué. Donc à la fin, aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être malléable. Mais pour être malléable, il faut des bases extraordinaires. Et donc si on parle d'engineering, par exemple, si on parle spécifiquement de créer des technologies, des choses comme ça, je ne vais pas leur dire qu'il faut apprendre un langage informatique à 2 ans et demi, ou à 5 ans, ou à l'école primaire. Je vais leur dire par contre d'apprendre des bases mathématiques et statistiques, parce que grâce à ça, on va pouvoir évoluer dans n'importe quelle partie des métiers qui vont être absolument changeants, qui vont changer, mais qui vont rester dans ce domaine ce qu'on appelle l'informatique aujourd'hui, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ou des choses comme ça. Maintenant, il y a des nouveaux domaines qui sont excessivement intéressants et qui vont certainement changer la façon dont on voit l'intelligence artificielle, c'est la biologie, le quantum computing, des choses comme ça. Donc, mais encore une fois, tous ces domaines-là, ce sont des domaines scientifiques quelque part, et si on a une base mathématique très très bonne, on va pouvoir s'adapter à n'importe quoi. Il faut dire que dans les années qui viennent, contrairement à nos générations où on avait un métier et on l'a gardé pendant 40 ans, certainement que les métiers de l'avenir, les gens vont changer tous les 5 ans, tous les 10 ans peut-être. Il y a certainement un chantier pour s'adapter, pour avoir une éducation plus généraliste, mais en même temps plus généraliste au niveau des mathématiques. Mais je pense fondamentalement que notre éducation, et spécifiquement en Europe et en Corée d'ailleurs aussi, est quand même très 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 bonne, justement en mathématiques pures. Il faut se rappeler que le siècle des Lumières, ça date pas d'hier, et c'est une base mathématique et philosophique très très importante. Donc je pense que quelque part, qu'on a plus un problème social de l'éducation qu'un problème d'éducation elle-même. C'est-à-dire qu'on n'embarque pas avec nous assez de personnes, mais notre socle est très très fort, je pense toujours. C'est vrai que nos sociétés, en l'occurrence beaucoup en Europe, on veut privilégier le succès, et un échec est une marque noire sur notre CV. Donc ça, c'est un problème. Je pense que c'est un peu moins un problème aux États-Unis, un peu moins de problème pour les Américains, qui acceptent beaucoup plus l'échec, et en fait qui font comprendre que l'échec, ça fait partie de l'éducation. Donc ça, c'est certainement quelque chose que nous, en Europe, il faut qu'on travaille, et qui n'est pas très très bien enseigné, je pense, dans nos écoles. Alors là, plutôt justement de mathématiques, parce qu'on est trop cartésien. Dans les écoles de commerce, je pense que ça commence à être un peu plus accepté et un peu plus enseigné, mais je ne suis pas un spécialiste de ça.